Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux d'entamer ce cycle de conférences ce soir. Juste quelques mots pour en resituer la genèse. Il y a de ça 3 ou 4 ans, des membres des Journées paysannes ont interpellé le conseil d'administration sur l'éventuelle proximité de pensée entre les Journées paysannes et l'agriculture biodynamique. En effet, l'accompagnement du vivant, le soin des sols, la prise en compte du spirituel dans le travail de la terre sont des points de convergence entre l'agriculture biodynamique et notre association. Cependant, certains qui ont cherché à comprendre en détail ce qu'était la biodynamie ont très vite invité à la prudence et à une certaine prise de distance. De ces alertes est né un groupe de réflexion qui s'est réuni pour la première fois à Ars en février 2021. Le cœur de la question est de savoir si la pratique de l'agriculture biodynamique est compatible avec notre foi chrétienne, notre foi catholique, notre foi en un Dieu incarné en Jésus, mort et ressuscité pour nous sauver, notre foi en un Dieu créateur. Autrement dit, existe-t-il un risque spirituel dans cette agriculture biodynamique ? La publication d'un article dans Le Lien en juillet 2021, voilà ce lien-là, est issue de ces échanges. Nous avons décrit ce qu'était l'agriculture biodynamique dans ses origines et dans son cahier des charges. Bien que nous ayons identifié des points d'incompatibilité entre l'anthroposophie et la foi chrétienne, nous avons surtout posé de nombreuses questions. Quels sont les liens entre l'anthroposophie et agriculture biodynamique ? Sur quels principes repose l'efficacité éventuelle des préparations ? Et beaucoup d'autres questions. Ce travail de recherche a continué cette année et nous avons identifié le besoin de prendre le temps d'écouter des personnes qui avaient déjà réfléchi de façon poussée sur la question, chacun avec leur regard propre, philosophique, théologique, agronomique. Il ne s'agit pas de la pensée des Journées paysannes, pas plus que celle de l'Église. C'est un éclairage documenté du sujet. Les intervenants comme les participants ont des regards et avis divers de la question. Cela nous invite à une vraie écoute et à poser toutes nos questions. Ces conférences sont sur invitation car le temps de la diffusion large n'est pas encore venu. Il ne s'agit pas non plus d'un débat. Là encore, le temps de l'échange d'idées viendra plus tard. C'est le temps de l'écoute et du questionnement. Pour permettre cela, nous avons opté pour que les questions soient posées par écrit dans le chat et relayées par les animateurs, donc Régis et moi. Il s'agit de questions assez courtes. Voilà, le chat va permettre ça. Nous vous demandons de garder vos micros fermés pour optimiser la qualité de l'écoute, de l'intervention de Mademoiselle Clara Marcini. Nous couperons les caméras au moins pendant la conférence. Et si une personne ne respectait pas ces règles, nous autoriserons à l'exclure de la conférence. Je prends la suite donc d'Hélène. Ce soir, nous donnons la parole donc, à Clara Marcini et à Yvan Besson. Yvan Besson est un ami de longue date des Journées paysannes. Donc, philosophe, il a le cœur paysan, il nous a déjà enseigné lors de journées nationales. Il a écrit une thèse de doctorat en 2007 à l'Université de Lausanne sous la direction de Dominique Bourg. Sa thèse analyse en détail la vie et la pensée des fondateurs de l'agriculture biologique, Howard en Angleterre et aux Indes, Müller, Rush et Steiner en Allemagne, ainsi que Fukuoka au Japon. Dynamisé par les réflexions du groupe des Journées paysannes et saisissant une opportunité de disponibilité, Yvan Besson a demandé à mademoiselle Clara Marcini de travailler à un condensé de sa thèse dans la perspective de la publier et de la mettre à disposition d'un large public. Elle a brillamment relevé le défi et est en mesure de nous présenter ce soir les parties traitant particulièrement de Rudolf Steiner et de la naissance de l'agriculture biodynamique. Le sujet est donc le questionnement de la rationalité de l'agriculture promis par Steiner, donc l'agriculture biodynamique ou anthroposophique, mais que l'on peut aussi nommer donc anthroposophique, puisqu'elle est issue de ce courant
spirituel. Donc, mademoiselle Marcini, nous vous remercions par avance et avant de vous laisser la parole, nous allons faire une petite prière que nous a proposée le Père Emmanuel, que je vous lis maintenant et que je pense Hélène va vous envoyer par le chat ou en copie d'écran. Mais Voilà, Hélène, tu... Donc, créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce surabondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail, dirigez-en le progrès, couronnez-en la fin. Alors Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une prière de saint Thomas d'Aquin. Voilà, donc nous laissons la parole à Clara Marcini. donc, il faut rouvrir votre micro. Oui, est-ce qu'on m'entend? Très bien. D'accord. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, on m'a demandé de revenir sur les difficultés que représentait l'agriculture biodynamique ou agriculture anthroposophique par rapport à l'idée de rationalité. Donc, cela impose du développement de la rationalité au travers de l'histoire occidentale. Ah, attendez, 2 secondes. Petit problème d'écran. Voilà, pardonnez-moi. Donc, je disais, étudier qu'est-ce que la rationalité au travers du développement de l'idée de rationalité dans la société occidentale, notamment le développement de la science moderne, et comment l'agriculture pensée par Steiner s'inscrit dans cette tradition de la rationalité occidentale. Comme point de départ, on pourrait prendre le mot de biodynamie en lui-même, l'étymologie de biodynamie. Donc, bio comme ensemble du vivant et de ses lois, et les dynamiques qui évoquent les forces suprasensibles, des forces qui dépassent les lois purement physiques, qui seraient des forces éthérées, formatrices du vivant, qui maintiennent les êtres. Et ce seraient ces forces-ci que l'agriculteur devrait être en mesure de comprendre et de capter pour pouvoir planifier ses cultures et conduire donc une pratique de l'agriculture biodynamique. Donc, dès l'étymologie du mot biodynamie, on comprend qu'il y a des forces qui dépassent les simples lois scientifiques que l'on connaît. Alors, pourquoi considérer que des forces éthérées seraient à l'œuvre? Eh bien, cela remonte donc à quand Steiner faisait une série de conférences aux agriculteurs en 1924 qui expliquait qu'on était passé, à son époque, à l'échelle de l'humanité, nous sommes passés à une ère qu'il qualifie de sombre, une ère que l'on pourrait appeler, selon le mot hindou, de Kali Yuga, c'est-à-dire une ère dans laquelle l'humanité se détache d'un savoir qu'elle possédait, un savoir dans lequel elle se base sur les lois universelles pour se guider. Il évoque notamment la perte de savoirs paysans ancestraux, par exemple la lecture des signes planétaires, toujours dans l'optique de planifier les cultures, par exemple. Et dans cette ère dans laquelle nous serions, donc une ère cosmologique, l'humanité cesserait de se tourner vers les lois universelles pour se guider et n'utiliserait que la science matérialiste, en oubliant ces lois plus générales, plus universelles.
Donc, les prémices de la pratique agricole biodynamique seraient de reconnaître l'existence de ces forces suprasensibles et un besoin de faire un travail sur soi. C'est-à-dire que Steiner conseillait lui-même aux agriculteurs au préalable, avant de pouvoir pratiquer l'agriculture, de se référer à ces 2 ouvrages sur la science spirituelle de l'anthroposophie, donc les ouvrages Théosophie et Sciences de l'occulte, afin de faire un travail introspectif et dépasser la seule science matérialiste issue de la modernité. Donc, selon l'anthroposophie de Steiner, le monde est fondamentalement d'abord non visible pour la conscience ordinaire. C'est pour ça qu'il faudrait faire un travail initiatique de réveil. Et en ce sens, il s'inscrit dans la lignée du romantisme allemand, puisqu'il a un désir d'accès à un monde caché, invisible, à la vérité du réel qui se cache derrière les apparences, à la véritable profondeur de la nature. Et le romantisme lui-même s'inscrit déjà dans ce revers du rationalisme à son époque, puisqu'il entend favoriser un contact instinctif, la possibilité de s'ouvrir sur la véritable nature, sur le divin dans la nature, par le biais justement de fulgurance, d'un rapport très personnel entre soi et la nature. Il faudrait s'éveiller à la véritable nature qui se cache derrière les choses et devenir un réceptacle au profit des idées de la nature. Donc, une des caractéristiques de la doctrine steinerienne, encore une fois en opposition à une posture rationnelle classique, on va dire du sens commun, ce serait de changer de condition avant de pouvoir pratiquer l'agriculture, changer de condition, devenir un réceptacle qui attend de recevoir des indications d'une force supérieure, à laquelle on se rend disponible donc par un travail sur soi initiatique. Il faudrait alors effacer le soi pour entrer en cohésion avec le tout de la nature. C'est une vision donc classiquement appelée panthéisme, où l'on considère que l'homme fait partie de la nature, et donc cela entre dans cette idée que nous avons perdu une forme de savoir qui nous liait aux grandes lois universelles de la nature. Il y a donc une double démarche, provoquer un réveil de soi par le biais d'un travail initiatique et accueillir en soi les visions, par le biais de visions ou d'extase, la réponse de l'univers à notre sollicitation. Et en ce sens, on s'oppose du coup à la rationalité scientifique classique qui cherche des résultats par la confrontation méthodique de théories et de résultats, par le biais d'instruments, de moyens matériels. Plus précisément, Steiner décrit un parcours initiatique à suivre, donc l'étude de l'occultisme, l'acquisition de connaissances et la lecture de l'écriture cachée, le travail de la pierre philosophale, c'est-à-dire au final un travail sur soi, se forger un double universel qui se résonne avec les correspondances entre le macrocosme et le microcosme, et ultimement, ce serait débouché sur l'union avec le macrocosme et la béatitude en Dieu. Et c'est cette perspective d'une béatitude en Dieu chez Steiner qui est d'ores et déjà floue, puisque il nous conseille du coup d'entrer en contact avec les esprits créateurs du monde visible. Alors, il y a une ambiguïté car on ne sait pas exactement s'il s'agit, si cet esprit originel est un et unique, donc un Dieu, le Dieu des monothéismes, ou s'il s'agit d'esprits multiples. C'est un point qu'il ne précise pas. Et si ces esprits sont multiples, alors ça veut dire que on entre en contact avec eux et que tous ces esprits sont à l'origine, selon lui, du monde matériel, c'est-à-dire le processus de genèse du monde, ce sont ces esprits qui ont émané et de leurs émanations se sont matérialisés pour donner naissance en vagues successives à la Terre, aux états de la matière et nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Donc dans cette perspective cosmologique, l'homme est produit du cosmos et les étapes initiatiques qu'il préconise visent à redonner à l'homme un état de fusion avec le cosmos
Steiner, quand même, préconise que cet état de fusion ne puisse pas modifier notre conscience individuelle, c'est-à-dire que nous puissions quand même garder, malgré un état de fusion avec le grand tout de la nature, que nous puissions garder notre individualité. Donc ce point-là, encore une fois, pourrait être souligné comme venant un revers d'une conception rationnelle minimale. Comment être à la fois en communion totale avec l'univers et garder son individualité on imagine revenir dans le monde matériel et se servir des connaissances acquises comme un état de fusion de béatitude avec donc cet esprit ou les esprits. Comment concilier les deux? Alors ici, on pourrait évoquer comme principe de rationalité de base le principe de non-contradiction d'Aristote, donc formulé par Aristote il y a bien longtemps, selon lequel une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer être fusionné avec le tout et en même temps, sous le même rapport, garder une conscience individuelle. Et c'est ce principe de base, de rationalité qui nous permet aujourd'hui de communiquer, de désigner des choses communes et de partager un monde avec autrui, de nous comprendre. Et on imagine mal comment se faire comprendre de quelqu'un qui voit tout autre chose que nous sous le même endroit, au même endroit, sous le même rapport. Donc c'est ce principe de rationalité de base qui, ici, ne semble pas, en tout cas, être respecté. Enfin, pour terminer sur l'initiation anthroposophique qui serait nécessaire, Steiner met en garde sur le fait que l'homme, avant de s'aventurer dans cette aventure, doivent s'armer d'une connaissance de la réalité qu'il vise pour que les esprits, donc ces esprits qui seraient derrière la création de toute chose, ces esprits ne profitent pas de la faiblesse de l'initié pour s'immiscer hors de leur champ d'action naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des précautions d'ordre psychologique à prendre pour que les esprits avec lesquels nous entrerions en communion ne sortent pas de leur champ d'action et donc ne déséquilibrent pas les influences cosmiques et ne perturberaient pas l'ordre général préétabli. Donc par ce biais, par cette affirmation selon laquelle nous entrons en contact avec des esprits, on peut affirmer que l'idéologie anthroposophique est une sorte de spiritisme. Et sur la base de ce spiritisme, les préparations biodynamiques qui forment la spécificité première de l'agriculture anthroposophique donnent tout un tas de règles, de composition et de procédures par le biais de la dynamisation à mettre en œuvre pour rendre les matériaux utilisés efficaces. Donc ce savoir serait obtenu par le biais de ces esprits et donc totalement inaccessible au savoir scientifique habituel, puisqu'il revêt un caractère symbolique. Et le fonctionnement de la dynamisation, le point clé de ces préparations, ce serait que l'agriculteur donc passe par ce chemin initiatique, qu'il endosse une posture de magicien, de prêtre. Donc, en confectionnant ces préparations, il effectuerait ainsi des rituels de communion avec les esprits. Et ces gestes codifiés, ces signes, seraient reconnus par les esprits qui permettraient à leur tour la dynamisation. Donc l'efficacité en soi des produits biodynamiques ne tiendrait pas d'abord aux substances purement matérielles agronomiques utilisées, mais bien à l'action des esprits invoqués par les rituels en question. Donc, tout cet aspect de l'initiation de l'agriculteur qui préexiste, qui est préalable à la pratique de l'agriculture, c'est déjà une première forme de mise en question de rationalité, puisque il y a une nécessité de la subjectivité, d'un parcours personnel qui d'apparence, en tout cas, n'est pas objectivable. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a ensuite la subjectivité de la ferme en elle-même, puisque il n'y aurait pas de règle générale permettant de trouver un standard d'agriculture fonctionnant en toute situation. Chaque ferme serait un microcosme dont les règles spécifiques
devrait être découverte à tâtons. Donc c'est là un des points essentiels qui démarque la démarche biodynamique de la démarche scientifique classique occidentale, puisque historiquement, le développement de la science, ça a été une prétention par le biais de l'invention de termes comme cause, effet, à faire rentrer les phénomènes singuliers dans un schéma explicatif universel. Ce sont les lois physiques que l'on connaît classiquement, de réactions chimiques, les lois physiques. Et la démarche steinerienne ne permettrait pas, en tout cas, de fournir un socle de théories communes, puisque chaque ferme aurait son identité propre. Et donc, en ce sens, il se place totalement à rebours de la prétention moderne de notamment déterminer des standards d'agriculture passe-partout qui font fi du coup des particularités locales de chaque endroit, de chaque ferme. Et du coup, le fait de concevoir chaque ferme comme entité singulière à laquelle il faudrait se connecter pour pouvoir vraiment la comprendre, c'est que la biodynamie manquerait d'un socle de théorie commune applicable de manière universelle. Et donc, la prétention scientifique est là aussi malmenée. Néanmoins, Steiner a donné des instructions pratiques et à sa suite, de nombreux manuels ont été produits pour indiquer aux agriculteurs donc, les fameuses recettes des préparations, d'autres conseils biodynamiques comme les dates des semis, sans pour autant que le socle théorique derrière ces conseils soit fourni, c'est-à-dire que le processus de compréhension des phénomènes spirituels à l'œuvre derrière les conseils pratiques ne sont pas fournis. Donc, il y a quand même une volonté de comment dirais-je, l'agriculture pratique. Steiner avait lui-même la volonté de conduire vraiment des expériences pratiques, des expérimentations pour tenter de conclure à l'efficacité de ces préparations, donc notamment pour prévenir ou guérir certaines pathologies des cultures. Et Monsieur Pfeiffer, donc biologiste Haïti de Steiner, à sa suite aussi s'est concentré surtout sur un souci de vérification empirique, sûrement pour réussir à être validé par la science, on va dire, conventionnelle. Donc il s'est concentré sur des résultats obtenus grâce aux préparations biodynamiques, avec l'aide d'un cercle d'agriculteurs expérimentateurs. Et dans ses comptes rendus, donc notamment l'ouvrage La fécondité de la terre, il met en avant les démarches propres à la science expérimentale moderne. Il met en avant le fait d'avoir utilisé les théories, les instruments de la science expérimentale, ainsi que les résultats, tout en mettant en retrait les principes spirituels qui seraient au fondement de ces résultats, puisqu'il serait bien plus dur à faire admettre aux agronomes officiels, on va dire, que les principes en eux-mêmes. Les résultats concrets sont beaucoup plus parlants. Malgré tout, on peut se demander si la biodynamie peut se conduire sur le plan strictement matériel, agronomique, tout en minimisant le rôle de l'ésotérisme et de l'anthroposophie, qui est à l'origine même de ces pratiques. Donc, concilier la démarche purement scientifique, expérimentative, avec un fondement ésotérique est un débat qui remonte tout au long de l'histoire, tout au long de la formation du rationalisme. Nous allons y revenir un peu plus tard, mais l'enjeu de cette confrontation, c'est de rendre les fondements spirituels de l'anthroposophisme, non seulement ses résultats, accessibles à la raison. De la même manière que la science conventionnelle rend accessibles les lois physiques de l'univers à la raison que tous les hommes partagent. Non seulement les résultats, mais aussi les lois derrière ces résultats. Et cet enjeu repose sur le fait que l'anthroposophie est une doctrine ésotérique qui implique un subjectivisme fondamental, comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, qui apparemment serait incompatible avec la poursuite de l'objectivité propre à la science. Et là, on peut donc rappeler les principaux critères de la scientificité. Donc, de la science expérimentale, le principal critère, c'est qu'en appliquant le même protocole,
un expérimentateur est capable d'obtenir les mêmes résultats qu'un autre, avec le même protocole. Donc, si des résultats se répètent de manière constante à l'issue d'un protocole, on peut parler d'un résultat minimalement objectif. Et donc, à partir de là, pouvoir dire que c'est une connaissance scientifique. Et donc, comme je l'ai dit, la science de la nature, tout au long de l'histoire de l'instauration du rationalisme et de la science, a quand même essayé d'intégrer ce fonctionnement les phénomènes occultes, donc les phénomènes ésotériques. Surtout au XIXe siècle et au tournant du XXe siècle, il y a eu de grandes confrontations entre sciences conventionnelles et tentatives d'y faire rentrer les phénomènes psychiques, spirites. Il y a notamment eu une grande controverse avec l'acceptation ou non du magnétisme comme sujet d'étude, la tentative de fonder des instituts de recherche dédiés aux phénomènes, tels que l'Institut métaphysique international à Paris en 1919. Donc, une tentative de faire rentrer dans la science conventionnelle les phénomènes ésotériques, mais apparemment, ce fut un échec puisque les phénomènes spirituels sont fondamentalement aléatoires, singuliers, c'est-à-dire qu'ils dépendent de tellement de facteurs, des médiums, de l'énergie du moment, on pourrait dire, que le critère d'objectivité minimale, qui est de pouvoir reproduire à l'identique plusieurs fois une expérience, rend impossible le fait de considérer les phénomènes paranormaux, les phénomènes psychiques, comme une connaissance objectivable. Donc, à partir de là, pourquoi abandonner la recherche sur les phénomènes psychiques ? Un des buts fondamental qui a été assigné à la science, aux prémices de la science dès le début, a été l'efficacité. C'est-à-dire trouver une prise efficace sur le réel par le biais de la connaissance qu'on en acquiert. Et cette volonté qui était présente dès les prémices de la science a été renforcée à la modernité par les fondateurs de la science moderne telle qu'on la connaît, donc Francis Bacon et René Descartes, pour qui nous devions, selon la célèbre formule, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. C'est-à-dire que la connaissance objectivable que l'on obtient de la nature doit permettre de donner à l'homme des instruments et un pouvoir sur celle-ci. C'est pourquoi Steiner s'inscrivait dans cette optique de la valeur instrumentale de la connaissance et qu'il a pu considérer que ces pratiques biodynamiques, le seul aspect pratique des méthodes biodynamiques était scientifique, puisqu'il obtenait des résultats. Alors, peu importe que les phénomènes occultes ne soient pas reproductibles à l'identique, du moment que les phénomènes se laissaient entrevoir comme ayant une puissance et pouvant être utiles à l'homme. C'est pour ça que la science officielle a pu s'y intéresser, mais malgré tout, malgré l'impossibilité vraiment d'établir une objectivation à long terme, face à cet énorme dossier, c'est pour ça que j'imagine que la science a voulu s'en débarrasser. C'est une trop grande instabilité des phénomènes occultes. Mais donc face à l'abandon des sciences, est-ce qu'il reste quand même une tentative de rationaliser le dossier ésotérique ? La première piste qui s'est imposée, ça a été lorsque les sciences sociales sont nées. Donc une nouvelle manière d'investiguer de manière sérieuse les phénomènes psychiques, paranormaux, et donc l'anthroposophie, c'est de prendre la posture selon laquelle on fait de l'enquête. Donc, dans le cas du dossier ésotérique, ce serait prendre en considération l'abondance des témoignages. Dans le cas de l'agriculture anthroposophique, prendre en compte les témoignages d'agriculteurs qui ont employé les méthodes biodynamiques avec succès. Donc une abondance de témoignages qui ne peut pas être simplement écartée. Et alors il faut réaliser une enquête, donc c'est-à-dire faire de l'histoire au sens grec du terme, c'est-à-dire ça se rapproche un petit peu de la manière dont on fait de la justice de nos jours, c'est-à-dire investiguer le phénomène, confronter et croiser les témoignages, se renseigner sur des causes, toujours garder un esprit critique qui investit la réalité petit à petit pour remonter au cœur du problème, au cœur
de la vérité, voir si on peut en tirer quelque chose, donc à la manière de ce qui se fait dans le milieu juridique, quand on essaie de reconstituer les morceaux d'un puzzle. Donc ça, c'est la méthode des sciences humaines, telle que justement était préconisée par le philosophe Henri Bergson dans le cadre de l'étude des phénomènes psychiques contre un pur et simple abandon par la science expérimentale. Donc, utiliser cette méthode historique d'enquête par rapport à l'anthroposophie, ce serait alors essayer de recouper les témoignages à propos des réalités spirituelles. De nombreux auteurs qui ont essayé de découvrir un niveau de réalité, on peut dire, astral, au-delà des simples apparences. Donc, il y a eu énormément d'auteurs, de Steiner, Blavatsky, en passant, même si on élargit aux auteurs du mouvement pérennialiste, qui ont tous proposé une vision différente des êtres qui gouverneraient ce plan de réalité supérieure. Donc, là encore, si on suit la méthode historique, il faut réussir à dégager l'unité invariable qui se dégage de ces différentes familles de pensée spirituelles, et d'autre part, reconnaître toujours dans une démarche critique, la part de subjectivité incontrôlable dans ces phénomènes. Alors, finalement, si on a tellement de problèmes à trouver un angle rationnel par lequel attaquer l'anthroposophie et à sa suite l'agriculture biodynamique qui en découle, est-ce que ça vaut le coup donc d'approfondir cette voie-là? Pour ceux qui cherchent un véritable progrès agronomique, faut-il se tourner vers l'ésotérisme et donc potentiellement se tourner vers, comme le voulait Steiner, une véritable introspection, un travail initiatique. Traditionnellement en Occident, oui. Du coup, traditionnellement en Occident, on assume que le monde sensible est structuré par un ordre intelligible, que l'agriculture est fondée sur les lois de la nature, que nous appréhendons de manière efficace avec le développement scientifique, les observations, les outils, les expériences. Alors, il faut réfléchir sur les implications humaines d'une potentielle ouverture à d'autres formes de rationalité que la rationalité occidentale, puisque on sait que la plupart de ces auteurs eux-mêmes étaient ouverts sur la spiritualité peut-être orientale, qui propose une toute autre vision du monde. Alors si effectivement l'agriculture biodynamique et derrière l'anthroposophie représente une piste, c'est vers une autre forme de rationalité qu'il faudrait se tourner, ou réussir à conjuguer rationalité occidentale sous une perspective différente, d'où du moins sous une perspective différente que celle de la science moderne. Voilà, je pense avoir dit tout ce que je voulais. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc c'est bon, j'ai fini mon exposé. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que Yvan, vous voulez reprendre la parole tout de suite? Écoutez, oui, juste un point de détail, là, c'était pas en 1919 à Paris, là, des tentatives d'étudier rationnellement donc les phénomènes spirites, le magnétisme, etc. C'était l'Institut métapsychique international, non pas un institut métaphysique. Oui, j'ai fourché. Oui, oui, c'est rien. Et dont Bergson a été un soutien, mais il a été aussi un soutien d'institutions parallèles en Angleterre à la même époque. Voilà. Ça, c'était juste un point. Et après, peut-être prendre les questions qui ont été données. Si quelqu'un veut les lire, hein, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, donc on peut les prendre peut-être dans l'ordre. Hein. Je crois que la première était de Fabien Bocquet. Je remonte.
Donc la pensée de l'homme faisant partie d'un tout avec la nature, n'est-elle pas une pensée largement dominante en Occident avant la Renaissance? Alors, vous voulez répondre, Monsieur Besson, ou pas? Je vais vous laisser donner votre opinion D'accord. d'abord, si vous voulez. Alors oui, avant la Renaissance, oui, alors en Antiquité, donc il y avait plusieurs courants, mais l'homme, oui, s'inscrivait dans une perspective beaucoup plus universelle que maintenant, parce que en fait, c'est véritablement à la modernité instaurée, on peut dire, oui, au début, à la Renaissance, qu'on a pensé l'homme, il y a eu un changement de paradigme et une importance accordée à l'homme beaucoup plus importante. C'est-à-dire, en fait, c'est le changement sujet-objet, hein, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que au lieu de se poser un observateur des choses, c'est notre perspective humaine qui compte avant tout. Donc, à partir du moment où on a érigé l'homme en mesure de toute chose, à partir de là, il y a eu une fracture, je pense, entre l'homme et son implication dans un grand tout que représenterait l'univers et le cosmos, donc en tant qu'ordre. Voilà. Qu'en pensez-vous? C'est clair que la majorité des auteurs admettent que la modernité porte bien son nom, hein. Il y a l'idée de mode, il y a quelque chose de nouveau et l'idée d'une innovation permanente. Bon, alors si on met en continuité la pensée antique et médiévale, l'idée que l'homme fasse partie du cosmos, c'était clairement au centre de la pensée philosophique, avec l'idée que l'homme avait une place. Donc voilà, il avait sa place à trouver, il avait un rôle à jouer dans la nature ou la création. Alors après, je vois que le père Emmanuel a posé une question sur la possibilité qu'il y ait une contradiction, hein, comme Marcigny l'a bien dit, entre fusionner avec le cosmos et conserver donc sa conscience personnelle. Là, il y a effectivement la question de la liberté, hein, qui se pose et plus profondément par rapport aux praticiens de l'anthroposophie, la question de la santé mentale, hein. L'idée d'un dédoublement de soi semble difficile à conduire. Alors, Père Emmanuel demande peut-être, cela dépend peut-être si on est en train de considérer une fusion absolue, donc substantielle, où le moi, ou la personne finalement disparaît pour devenir comme chez les médiums, quand ils sont en état de médiumnité, hein, en tout cas, on prétend à ça, être juste un canal donc de l'univers, de Dieu ou des esprits, etc. Ou si en fait on peut avoir, alors comme Père Emmanuel le dit, dans la notion chrétienne de vision béatifique de Dieu, une participation à Dieu sans confusion, tout en gardant sa liberté, sa subjectivité propre. Donc là, on rentre dans des choses assez complexes et donc pour le coup qui imposent une réflexion théologique. Mais ce que l'on voit dans Steiner, et vous l'avez fait sentir dans votre communication, c'est qu'on a dans l'anthroposophie une certaine incertitude sur la question de savoir si Dieu et les esprits sont une seule et même chose, avec des émanations successives qui iraient jusqu'au monde matériel tel qu'on le connaît, hein, donc les astres, les niveaux de la matière et les êtres humains eux-mêmes. Et pour le coup, si c'était ça comment dirais-je, la position anthroposophique, nous serions dans une forme de panthéisme radical où finalement seul existe le monde
où Dieu et les esprits en continuité, et nous ne sommes finalement qu'une apparence temporaire du tout lui-même. L'autre, Comme l'orientalisme. voilà, c'est ça. Et l'autre position, c'est, il me semble quand même que les Grecs aussi l'ont préparé, c'est la compréhension d'une véritable transcendance du monde divin, quoi, hein, et de Dieu lui-même. Et pour le coup, en pensant l'homme comme image de Dieu, l'homme en tant que personne a lui-même une forme de transcendance par rapport à son identité, par rapport au Dieu, et bref, il a véritablement une destinée personnelle. Donc il y a un dialogue, hein, avec Dieu qui est possible, et du coup, d'une certaine manière, un dialogue avec le monde. Il n'a pas une place complètement assignée d'avance, au sens où il n'aurait pas de marge de manœuvre, mais on ne peut pas parler d'une fusion, hein, au sens fort. On peut parler d'une communion sans confusion, une communion sans opposition ni séparation. Voilà. Donc, c'est pas sûr que dans l'anthroposophie, il y ait cette dernière vision-là qui me semble plus proche donc, de la Bible et de la préparation grecque, quand même, hein. Les Grecs ont inventé, enfin découvert plutôt la transcendance de la raison et donc de la liberté personnelle, même si théologiquement, ils n'ont pas marqué la transcendance des dieux du Dieu un aussi nettement que la Bible et la culture occidentale, disons, classique postérieure. Voilà. Ensuite, il y avait des questions qui étaient sur qu'appelle-t-on la force suprasensible? Quand on parle de force, de quoi parle-t-on? Puis quelqu'un qui demandait aussi, vous avez parlé d'esprit lié aux préparations biodynamiques, où peut-on trouver cette information? Alors pour les forces, ça c'est quelque chose qui remonte même à l'Antiquité où on avait des principes universels qui faisaient partie du cosmos, des principes de génération, de corruption, qui sont à l'origine des êtres. C'est-à-dire qu'un être va se développer selon un principe de génération qui est inclus dans l'ordre lui-même du cosmos. Alors après, il y a les questions de savoir si ce principe il appartient à l'être. Donc ça, c'est plutôt la position d'Aristote, c'est-à-dire que tout être est un composé de matière et de forme. Donc là, la forme, c'est là cette puissance qui fait la génération des êtres. Mais dans d'autres philosophies, cette force qui donne l'impulsion de vie aux êtres n'est pas dans l'être lui-même. Donc, par force éthéréformatrice, c'est ça que j'entends, c'est le principe du cosmos qui va donner aux êtres leur génération, leur direction, la direction dans laquelle ils vont arriver à maturation. Donc ça, c'est un des principes qui transcendent la simple matière, et c'est ça qui forme la matière. Donc ça, c'est dans la philosophie antique, mais c'est une idée qui revient sous diverses formes de manière générale dans la conception spirituelle du monde. Donc c'est ça que j'entends par force éthérée formatrice. Formatrice dans le sens où elle forme l'être qui sinon serait informé. C'est ça que j'entends par force formatrice. Donc que Steiner entend également, et ce dans d'autres philosophies également. Voilà. Donc, c'est de ces forces dont vous parlez quand vous dites esprit lié aux préparations biodynamiques? Oui. Alors oui, donc là, ce serait entrer en communion avec les esprits qui sont à l'origine du monde, donc qui ont par vagues successives participé à la création du monde. Donc oui, ce serait
entrer en contact avec ces esprits-là pour en tirer la direction à prendre pour soit en fait toute la pensée spirituelle, donc pas seulement Steiner, mais tous les mouvements spirituels qui ont pu exister se basent sur le fait de recevoir une connaissance d'une force supérieure. Donc ça peut être qui prend, du coup c'est ça l'ambiguïté, c'est que selon le mouvement spirituel, ces forces formatrices qui sont à l'origine de la création du monde, à l'origine de chaque jeunesse, de chaque être, sont divergentes. Donc Dieu, chez les monothéismes, sinon les esprits, donc dans plusieurs mouvements spiritualistes du 19e. Chez Platon, ce sont les grandes idées dans le monde des idées. Donc, oui, chez Steiner spécifiquement, ce sont les esprits avec lesquels il faudrait entrer en contact. Voilà. Je peux ajouter une précision, une citation que je ne saurais pas retrouver ici de mémoire, mais vous savez que donc il y a eu des calendriers ou des déclinaisons des méthodes de Steiner et de Pfeiffer. Et par exemple, dans le calendrier Mariatoun, les agriculteurs sont invités à tenir compte de la situation des astres pour semer au-delà de la Lune. Voilà. Mais Steiner, dans un ouvrage, donc dans un de ses ouvrages de théorie occultiste, précise ceci. Ce n'est pas tant les astres qu'il faut comprendre et mobiliser, mais les esprits qui les gouvernent. Et le complément de question, mais peut-être que ça va sortir de votre champ de compétences, c'était pourquoi les biodynamistes n'en parlent pas de ces esprits aujourd'hui dans la biodynamie comme on la connaît aujourd'hui. Pourquoi cela n'est-il jamais mentionné par les biodynamistes? Il y a une réponse simple, c'est que beaucoup de praticiens de la biodynamie n'ont pas lu les traités fondamentaux de Steiner. Ce serait, oui, l'emphase sur la pratique, comme je l'ai dit. On donne des conseils pratiques sans pour autant donner le fondement théorique derrière. C'est un petit peu comme, par exemple, une recette de cuisine, on donne des étapes à réaliser, tout en ne sachant pas derrière pourquoi éventuellement cette réaction-ci est produite. C'est comme ça que je comprends, moi. Vous dites à un moment donné que pour Steiner, nous devons entrer en contact avec les esprits. Enfin, les praticiens de la biodynamie doivent entrer en contact avec les esprits. On vient de parler des esprits. Est-ce qu'on peut assimiler ça pour les chrétiens aux anges ou pas? Bon, moi, il ne me semble pas, mais je suis curieux le fait d'avoir votre réflexion dessus, les esprits formateurs de l'univers, les anges. Oui, c'est ça un petit peu le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement à quoi on a affaire. Par exemple, quand Steiner met en garde contre les esprits qui pourraient s'immiscer dans nos consciences si on n'est pas assez préparé, pour lui, ce n'est pas un mal en soi, c'est-à-dire qu'il ne qualifie pas ces esprits de mauvais, il va juste dire qu'ils sortent de leur champ d'action et que du coup, ils causent un déséquilibre. Mais si on envisage ça sous l'angle théologique, effectivement, ces esprits pourraient être assimilés à des esprits homicides, des esprits mauvais. Même si lui, Steiner, s'éloigne de cette perspective pour simplement parler de déséquilibre dans une vision purement, comment dire, pas amorale, mais qui pense simplement en termes d'équilibre cosmologique. Oui, on peut employer le terme amoral, hein, non pas au sens, c'est pas immoral, c'est par-delà le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'ange fondamentalement mauvais dans la perspective de Steiner.
Mais ceci dit, ce que nous appelons un ange, c'est quand même une créature de Dieu, alors que dans ce que vous expliquez là sur ces esprits, il semble que ces esprits fassent partie de la force formatrice de l'univers. Donc c'est quand même assez différent. C'est l'idée d'une émanation. C'est l'idée que les anges, et finalement peut-être aussi les hommes, ne sont pas des êtres substantiellement distincts de Dieu. Oui, c'est du panthéisme, oui. C'est ça. Oui, et puis les émanations qui auraient participé à créer successivement le monde ne résulteraient même pas d'une volonté au final. Ce seraient des émanations accidentelles, on pourrait dire. Donc pas vraiment une volonté de créer en soi le monde, ni d'y mettre une perspective d'ordre tel qu'on le conçoit quand on parle d'ordre au sens antique, c'est-à-dire un ordre qui soit fondamentalement beau, ordonné et bon, donc avec une perspective morale. Moi, je souhaiterais revenir, j'ai lu là dans le document que vous avez écrit la présentation d'autres fondateurs de l'agriculture biologique. Et il me semble, par différence, que Steiner a vraiment une entrée spirituelle, puis technique, alors que les autres ont des entrées économiques, sociales et agronomiques. Est-ce que vraiment Steiner se distingue par son... Finalement, lui, son but semble vraiment spirituel et que l'homme s'accomplisse et l'agriculture biodynamique n'est qu'un moyen. Oui, Steiner, c'est avant tout le fondateur de l'anthroposophie. Et la biodynamie, au final, ce n'est que le résultat de son intérêt, de l'intérêt qu'il a porté à vouloir donner un cours aux agriculteurs. Donc la biodynamie, c'est pour ça qu'on ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas simplement vouloir pratiquer la biodynamie tout en faisant fi de l'arrière-plan spirituel, puisque à la base même de la biodynamie n'est qu'une conséquence au final de la pensée de l'anthroposophie de Steiner, qui est d'abord une pensée du monde, de l'accomplissement humain, une pensée spirituelle. Et est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il s'est passé des dizaines d'années, est-ce qu'aujourd'hui, la biodynamie s'est coupée de ses origines ou est-ce que ce n'est qu'une impression qu'elle donne? Donc, gens qui reposent la question, hein, la biodynamie en 2022 n'est-elle pas différente de celle des origines? Et donc, peut-être, aujourd'hui, n'utiliserait-elle plus ses esprits? Je laisse M. Besson y répondre. Ça demanderait de faire des enquêtes directes auprès des gens praticiens, donc avec une forme d'adhésion, au moins avec le logo agriculture biodynamique. La question est en fait assez bizarre. Comme l'a rappelé Clara Marcini, on a une étymologie du terme biodynamie qui implique une ouverture à ces forces formatrices et donc, comme on l'a dit, à peut-être autre chose que des choses explicables par les lois classiques de la science, donc basées sur des nécessités matérielles, quoi. Je vois que le père Emmanuel a écrit des choses poussées par rapport à son individuel universel. C'est dommage qu'il n'ait pas le micro pour les bien former. Oui, parce que là, on ne peut que lire comme il l'a écrit, donc je veux bien lire. Hein. Le père Emmanuel interroge le rapport entre l'individuel et l'universel dans l'anthroposophie.
La science part de l'individuel, c'est-à-dire l'expérimentation, qui est prédisposée à l'analyse universelle par la formalisation de l'expérience, les données quantifiées qui sont observées. Elle dégage des principes universels, mais lorsqu'elle s'applique au monde, la science qui rend l'homme maître de la nature, elle doit tenir compte de l'individuel du fait de la complexité du réel. C'est d'ailleurs cette complexité qui permet d'infirmer une théorie explicative et qui permet à la science de progresser. Et donc, je ne suis pas capable de compléter voilà, la question, peut-être, voilà, ça vous fait écho. Je voudrais revenir sur la question précédente. Le travail en biodynamie aujourd'hui, là, si je prends le cahier des charges de Déméter, donc l'agriculture biodynamique de 2018, il est dit en préambule dans les principes que le travail en biodynamie exige que l'on se sente fortement relié à l'essence de la méthode biodynamique, à ses principes, à ses buts, en utilisant l'observation de processus de pensée, de perception. Voilà, en fait, ça semble dire qu'il faut se relier à l'essence de l'anthropologie. Anthroposophie. L'anthroposophie, oui. J'avais une autre question aussi qui revient souvent quand on parle plus d'anthroposophie. Dans les ouvrages de Steiner, là, il est souvent question de réincarnation. Donc, l'anthroposophie prend bien comme principe de départ la réincarnation de l'être humain, qu'on trouve aussi dans la religion hindoue. C'est un principe essentiel de l'anthroposophie. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas? Chez les sons, je sais pas. Il me semble, il y a des passages sur la croyance en la réincarnation. Il me faudrait une enquête livresque nouvelle pour aller chercher les références. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans la thèse. Non, pas dans la thèse, dans les ouvrages de Steiner, donc théosophie, sciences de l'occulte. Oui, je pense aussi à ces livres. Oui. On peut peut-être poser la question au Père Emmanuel là, qui doit avoir terminé ou pas loin sa lecture de la science de l'occulte, s'il a vu une mention de la réincarnation. Donc, bon, il aura. Donc, je répète pour le Père Emmanuel, s'il est de nouveau à l'écoute, on cherche à savoir s'il y a bien des mentions de la croyance à la réincarnation. Oui, voilà. Très bien. Et Charlotte et Thomas Carsin ont confirmé. Ouais. Bon, c'est pas étonnant, hein, la pensée steinérienne est comme d'autres ésotérismes du 19e siècle en Europe, un mixte donc de croyances occidentales et orientales. Je pense plus tard aussi à René Guénon, c'est la même chose. Hein, on a quelque chose qui est assez composite. On a une tendance au syncrétisme, si vous voulez, dans ces démarches. Oui. Oui, puisque chez Guénon, il y a aussi l'idée, donc, plus que le simple ésotérisme, il y a l'idée que toutes les spiritualités ont un fondement commun. Donc, à partir de là, le syncrétisme, il est forcément présent, puisque toutes les spiritualités de tous les peuples du monde auraient eu à un moment la vérité, la grande vérité universelle. Et donc, il y aurait plusieurs voies d'entrée pour y accéder. Oui, tout à fait. Le Père Emmanuel m'avait fait connaître cette thèse dans le milieu chrétien des semences du Verbe. Voilà.
Dieu permettrait à chacun des peuples de faire son cheminement, ou même chacun des peuples avec son génie propre, sa philosophie, entre guillemets, approcherait des choses de la vérité commune et universelle. Donc, c'est pas en soi illogique de vouloir trouver les points communs des différentes spiritualités du monde, quoi. Et le Père Emmanuel précise, cette religion unique originelle, source de toutes les religions, est profondément biblique. Donc, je pense qu'il veut dire la notion de religion unique originelle est profondément défendue par la Bible, quoi. Une remarque là de Pierre-Olivier qui continue dans le sens du « N'y a-t-il pas des pratiques agronomiques mêlées à la vision anthroposophique de M. Steiner pour faciliter une forme d'adhésion aux pratiques, puis de fait à la pensée ?» Je pense notamment à la réflexion du père Joseph-Marie Verlinde au sujet de la pratique du yoga qui conduit à la croyance orientale. Donc ça revient un peu à ce qu'on dit ou ce que vous disiez sur le fait que l'aspect agronomique est second et n'est qu'un moyen pour mener à la spiritualité ou à l'anthroposophie. Oui, c'est pas du tout impossible, hein. Je pense que l'expression d'agriculture anthroposophique pour désigner l'agriculture biodynamique est plus parlante, en fait, hein. A été proposée par certains, mais après, on arrive sur un autre questionnement, à savoir, est-ce que nous avons la possibilité ou les moyens théoriques de proposer une philosophie de la nature et une philosophie de la raison qui puisse permettre d'arbitrer autrement que dans le débat binaire entre pensée mythologique et religieuse d'un côté et pensée scientifique au sens moderne. Je voudrais ici donner une définition traditionnelle de la science qui est encore comprise jusqu'au XVIIe siècle au moins, face à la définition moderne étroite comme science théorico-expérimentale, une science qui donnerait le nom de science à des résultats à partir du moment où donc la démarche respecte l'objectivité faible, comme c'est le père Verlinde, c'est-à-dire un protocole et des résultats répétables pour toute personne. Cette définition, je la prends à Pierre Thuillier, un grand historien des sciences, dans un livre qui s'appelle La revanche des sorcières, sous-titré L'irrationnel et la pensée scientifique, et qui est cité dans la thèse. Et cette définition est la suivante: un corpus de connaissances fondé sur des principes sûrs et certains. Donc, en débat avec la présentation de la science du père Emmanuel tout à l'heure, qui partait du cas particulier, dont on va tirer par comparaison des principes ou des lois généraux, hein, et après par de nouvelles confirmations, voilà, faire apparaître une certaine nécessité des principes explicatifs. Dans la définition traditionnelle de la science, il y aurait vraiment l'idée de principes sûrs et certains. Autrement dit, comme l'écrit Einstein, le moteur de la recherche scientifique est la croyance en l'intelligibilité et en l'harmonie du monde. Vous voyez, une forme de miroir entre notre raison, notre sentiment de la consistance et du caractère cosmique, hein, ordonné et beau du monde, et le monde lui-même. C'est-à-dire que
c'est une forme de croyance au déterminisme, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un déterminisme absolu. Mais il y a quand même une idée générale dans le projet scientifique, et aussi donc une croyance au sens d'une confiance en la possibilité de saisir et de formuler, peut-être progressivement, des principes sûrs et certains à la base de la connaissance. Et selon moi, ces principes se prennent du sens commun, c'est-à-dire de l'observation à l'œil nu du monde, hein, et donc du raisonnement à partir de l'expérience à l'œil nu, hein, de l'expérience ordinaire, qui peut se prolonger par des formes d'instrumentation. Mais il y a d'emblée quelque chose qui dépasse l'observation du cas particulier. Voilà. Je voudrais apporter un complément à la remarque de Pierre-Olivier, un petit peu plus haut, là, sur le lien entre la pratique de l'agriculture biodynamique et la vision anthroposophique. Là, toujours sur le cahier des charges de Demeter 2018, il est dit, cependant, si quelqu'un ne veut utiliser ces normes, donc les normes de l'agriculture biodynamique, que comme on le fait souvent avec les lois, c'est-à-dire en se préoccupant de ne s'attacher qu'au côté formel, ou en cherchant des échappatoires, parce qu'il y a économiquement avantage, il ferait mieux de pratiquer un autre type d'agriculture. C'est-à-dire qu'en fait, on demande clairement à ceux qui font de l'agriculture biodynamique de s'intéresser à l'anthroposophie. C'est la tâche de l'association Demeter France, de ses représentants, des conseillers, d'empêcher que les choses ne prennent cette tournure, c'est-à-dire que les gens ne fassent de la biodynamique en appliquant des recettes ou pour des raisons économiques. Voilà. Le père Emmanuel, Clara vous pose une question sur le lien entre l'irrationnel et la science. Vous n'avez pas évoqué la philosophie est-elle pour vous une science et donne-t-elle accès au spirituel? Alors, si la philosophie est une science, déjà, si on revient au tout début, donc à l'Antiquité, à l'invention de la philosophie n'était pas dissociée de la science. Donc, déjà, il y a eu un moment historique, un dédoublement, alors que les deux, on va dire, la philosophie-science, la philosophie est à la base de la science, puisqu'elle a posé les concepts théoriques utilisés en science, aujourd'hui en sciences modernes. Donc, la philosophie s'est beaucoup éloignée aujourd'hui de ce qu'elle était avant, c'est-à-dire que on n'a plus les mêmes prétentions, les mêmes sujets de recherche, la même vision, hein, puisque à la modernité, on a changé de paradigme. Donc, est-ce que la philosophie est une science encore maintenant? Je ne sais pas. Je dois avouer que la philosophie actuelle, je ne m'y intéresse pas. Mais en tout cas, la philosophie telle que on l'a pratiquée auparavant, telle que on s'y intéresse dans la lignée du mode de pensée des anciens, oui, une science, parce qu'on cherche à comprendre comment le cosmos s'articule en lui-même, l'ordre du cosmos en lui-même, mais aussi en nous intégrant dans cette perspective. Donc, ça passe par la philosophie, c'est une science, mais du tout. Donc, évidemment, on ne peut pas l'entendre au même niveau que la science aujourd'hui, qui est spécialisée, subdivisée. Donc, il y a la science de la biologie, la physique, la chimie. La philosophie, c'est une espèce de super science en une qui considère tout à la fois. Donc, je dirais que oui, c'est une science, mais c'est une science dans un sens compliqué à appréhender aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il y a une notion d'intégrer l'homme à l'univers et de découler de l'univers les principes par lesquels l'homme doit assumer sa conduite. Donc, est-ce que cette prétention philosophique-là peut être considérée comme de la science au sens moderne? Je ne pense pas. Donc, c'est délicat.
ça dépend du type de philosophie qu'on prétend exploiter. Après, à la base de la philosophie, il y a toujours les mêmes principes, hein, la recherche de la vérité, oui et non. Même encore maintenant, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais une recherche, une volonté de l'épistémologie, une volonté de chercher une méthode pour accéder à la connaissance. Donc oui, en ce sens, la conception aristotélicienne de la science, oui, Aristote était un super scientifique, c'est-à-dire que la science dans tous les domaines, la science de l'âme, la science de la biologie, en ce sens-là, oui, c'est une science, mais une super science, on peut dire, je pense. Voilà. En Puisque tout est un... En complément, on peut présenter la science philosophique comme la science des sciences, comme elle a dit Clara, super science. C'est-à-dire que dans la démarche philosophique originelle, donc grecque, il y a une ambition démonstrative. Hein, bon, quelqu'un l'a noté, c'est une connaissance par les causes nécessaires et universelles. Donc on entend bien une fondation dans l'expérience et voilà, un souci d'objectivité et donc de démonstration, c'est-à-dire de conclusion nécessaire, hein, d'établir des jugements, comme le voulait déjà Platon, qui démarquent un certain discours, le discours philosophique, de la simple opinion. Voilà. D'autre part, le mot théorie, hein, le mot théoria en grec, désigne bien une contemplation du réel, hein, un regard objectif, une révélation de ce qu'il est, faire de la raison, qui justement est une forme un pouvoir vide en nous, comme un miroir, dit Platon dans Alcibiade, un reflet des structures qui organisent le monde tel qu'il est. Et ensuite, la partie morale, voilà, qu'on retrouve dans la formule des stoïciens, l'homme, de toute façon, doit suivre la nature, ce qui est un équivalent aussi de suivre la raison, finalement. Et le mot théorie lui-même montre que non seulement il n'y a pas de dissociation entre la philosophie et la science chez les Grecs, mais il n'y a pas non plus de séparation de principe entre la connaissance du cosmos et des dieux. Dans théorie, vous avez théo. Donc, est-ce que la philosophie donne accès au spirituel? Bon, les Grecs ont des discussions déjà entre eux. Hein. Les matérialistes, tels que Épicure, pensent qu'il n'y a pas de Dieu en un sens spirituel, hein, en un sens de personne. Mais Platon et Aristote considèrent que la connaissance du monde par les sciences particulières et par ce cadrage général que donne l'effort philosophique mène à la cause première ou mène derrière l'idée du bien chez Platon à Dieu, au Dieu suprême, quoi, à une connaissance de Zeus, si vous voulez, chez les Grecs. Donc, je répondrai, je ne sais pas ce que dirait maintenant sur cette question Clara, je vous redonne la parole. Est-ce que la philosophie peut mener au spirituel? De mon point de vue, chez les Grecs, dans la grande tradition platonicienne et aristotélicienne, il n'y a absolument pas de fermeture. Il faut, c'est vrai, vous l'avez dit, procéder méthodiquement. Et en cela, c'est long, il y a de la complexité, mais il n'y a pas de fermeture a priori. Et je pense au contraire, il y a une ouverture de principe à tout le réel et donc à sa cause ou ses causes ultimes. Ses causes ultimes, voire sa cause ultime, si on peut dire que dans l'histoire, il y a un certain progrès théologique du polythéisme au monothéisme. Voilà, je vous redonne la parole, Clara, sur cette question de savoir si, selon vous, la philosophie peut permettre la connaissance du spirituel. Ben oui, du moment qu'on s'intéresse à la manière dont le monde est formé, on est obligé de s'intéresser au spirituel. Et après, oui, j'avais lu un commentaire qui disait qu'aujourd'hui, la philosophie était la remorque des sciences. Ben oui, parce que aujourd'hui, ça n'a plus du tout la même dimension. C'est plutôt aujourd'hui la philosophie comme
épistémologie des sciences, c'est-à-dire venir vérifier si les sciences suivent des prétentions. Bon, maintenant, je sais qu'il y a aussi tout ce qui est éthique et bioéthique. Maintenant, c'est oui, la remarque des sciences, c'est établir la méthode scientifique, qu'est-ce qui est scientifique ou non. Donc, à partir de ce genre de philosophie-là, est-ce qu'on peut s'ouvrir au spirituel? Non. À partir de la philosophie en général, oui, puisqu'on recherche les causes, on recherche les grands principes, et les grands principes amènent automatiquement à une ouverture vers l'en haut, vers le spirituel, c'est sûr, effectivement. Pour donner deux, trois mots de plus sur la science moderne, le philosophe belge Jean Ladrière disait que l'épistémologie instrumentaliste est recommandée pour décrire ce que sont la plupart des sciences modernes dans leur présentation classique, y compris dans les manuels aux étudiants. Deuxième chose, un autre auteur que j'ai connu depuis aux éditions Teki, qui s'appelle Max Turkov, qui était chimiste, qui a vraiment travaillé en chimie et même permis certaines avancées, et qui était aussi docteur en philosophie. Il dit que la science expérimentale moderne ne se soucie que du know-how, du savoir comment. Hein. C'est-à-dire que si vous avez des hypothèses et des résultats répétables sur n'importe quoi, sur une portion du réel ou même sur une combinaison technoscientifique du réel, comme dans le cas, par exemple, des OGM, eh bien, vous pouvez obtenir des prix Nobel. C'est-à-dire que la question de la nature des choses que l'on observe, ou qu'est-ce que la nature des choses, que faut-il observer, n'est pas posée. La question de la nature fondamentale ou de l'essence du réel n'est pas posée. Ça ne fait pas partie du questionnement de principe de la science moderne. Alors, vous avez des sciences plus de terrain, comme, je ne sais pas moi, l'écologie des populations, ou qui peuvent faire ce lien avec une approche plus philosophique ancienne de la science. Mais on a aujourd'hui une certaine, je dirais, idéologie de la science qui brouille les cartes par rapport au lien originel de la science avec la philosophie, comme Clara l'a rappelé, avec les concepts de nécessité, de cause, de loi, de régularité naturelle et finalement d'ordre du cosmos, quoi, et donc de cause ultime du cosmos. Donc, je ne pense pas qu'on puisse traiter du dossier d'une prétention originale à l'agriculture ou autre avec une ouverture au spirituel sans en passer par un aggiornamento sur ce que c'est qu'une véritable philosophie, qu'est-ce que c'est qu'une véritable connaissance réaliste, pas seulement rationnelle, du monde. Merci pour ces précisions, ces éléments. Fabien posait aussi la question, est-ce que la biodynamie a un lien avec les savoirs non académiques agricoles de son époque, ou est-ce que la pensée de Steiner est considérée comme une révélation? Donc, deuxième partie de la question, cette révélation qui était peut-être... Ouais, c'est pas facile, je ne comprends pas forcément. Mais déjà, cette première partie de la question, est-ce que les théories énoncées par Steiner sont issues d'une révélation ou sont issues de savoirs de diverses origines rassemblés par Steiner? Clara, vous avez une idée? Oui, je dirais que si on parle de révélation au sens vérité révélée, il y a quand même, je pense, c'est au sens de, en soi, faire un effort initiatique, puis recevoir la vérité une fois que notre mental, notre corps, notre mental a été préparé. Donc, c'est un travail de préparation. En tout cas, dans la spiritualité du 19e, dans la plupart de ces courants-là, c'est faire un travail sur soi, introspectif, initiatique, pour recevoir la vérité.
Voilà. Et dans le Donc, travail de Steiner, en ce sens, on ne produit pas soi-même la vérité. Elle nous est donnée après préparation. et c'est pas incompatible avec le fait que Steiner lit beaucoup de choses et s'inspire de ses lectures pour Oui. alimenter sa compréhension oui, on peut parler de certaines formes de révélation voilà, qui ressemblent à des formes de spiritisme. Donc, je pense que c'est une question qui va dans le même sens du parallèle. Dans le cours aux agriculteurs, Steiner évoque le recueil d'une expérience. Vous avez d'ailleurs mentionné Clara. Est-ce la seule source de sa connaissance? De connaissances, c'est-à-dire Le fait de recueillir de son expérience agronomique, d'accord, d'une expérience agronomique qu'il aurait faite. alors ça, je laisse M. Besson y répondre, qui s'est mieux renseigné que moi là-dessus. Mais est-ce que Steiner lui-même a commencé pour s'interroger sur l'agriculture en allant recueillir des expériences agronomiques? Ce n'est pas évident, mais il se réfère de manière assez générale à des savoirs traditionnels ou instinctifs, notez Clara. Mais après, je pense quand il y a eu la formation de groupes expérimentateurs, et notamment avec Pfeiffer, bon, voilà, je pense que les observations agronomiques font partie quand même de la démarche. Maintenant, pour voir si elles corroborent ou si elles peuvent être relues autrement avec une source plus initiatique. Il me semble que c'est comme ça que ça a fonctionné, et que ça fonctionne encore chez les plus initiés. Oui, parce qu'il y avait déjà toute une tradition, donc comme il le dit, d'un savoir basé sur l'astrologie. Hein. Ça, c'est un savoir qui est ancestral, même bien avant son époque. Il y a de nombreux savants qui se sont basés sur l'astrologie pour conduire leur vie, tout simplement. Donc, il y a un pré-savoir qui préexiste, qui a été appliqué, du coup, à tous les domaines de la vie humaine. Et c'est la mise en expérience de ce savoir, donc des influences planétaires, effectivement. Après, là, ça remonte très loin. Toute une tradition occulte qui remonte très très loin aux néoplatoniciens, puis avant à Platon lui-même. Voilà. Charlotte et Thomas Carsin nous disent que voilà, en formation biodynamique, on enseignerait que les préparations biodynamiques sont issues de claires visions reçues par Steiner. On est vraiment sur le thème de ces révélations. D'autre part, sur ce que dit Clara sur donc la longue tradition de l'ouverture à des connaissances astrologiques, Albert le Grand, le maître de Thomas d'Aquin, étudiait l'astrologie. Et Thomas d'Aquin, selon le père Joseph-Marie Verlinde, aurait déclaré ou écrit que, selon lui, une science astrologique est peut-être possible. Et par contre, le père Verlinde ajoutait aussi qu'aujourd'hui, au XXe, au XXIe siècle, nous n'avons absolument pas les bases philosophiques et théologiques pour nous aventurer là-dedans. Donc voilà, c'est un sacré défi. Hein. Moi, je voudrais aussi vous interroger sur la notion de gratuité, parce que dans l'approche de Steiner, on sent un grand utilitarisme en fait de ces esprits et une utilisation pour des fins utiles finalement, soit individuelles, soit agricoles ou autres, alors que dans notre foi chrétienne, il y a une notion du don et de la gratuité. Est-ce que c'est une notion qu'il aborde? Comment, enfin voilà, est-ce que c'est juste, enfin voilà, est-ce que lui, il aborde une notion de gratuité ou est-ce qu'il utilise ses esprits pour arriver à ses fins? Dans mon sens,
Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, je ne pense pas. Je pense pas qu'il y ait une telle notion de gratuité. De ce que je connais un peu de l'esprit de ces mouvements spirituels, c'est plutôt la recherche. C'est ce que je disais dans mon exposé, c'est un petit peu là où ça rejoint la science moderne. C'est une recherche de puissance, c'est une recherche de transformation de soi en une meilleure version de soi. Bon, après, là, on part loin, mais c'est, à mon sens, il n'y a pas de notion de gratuité. C'est la notion de rechercher de la puissance, un pouvoir, donner à l'homme un pouvoir sur la nature. Donc, à mon sens, je ne pense pas. Et j'avais employé dans ma thèse le mot théurgie, hein, qui est propre à une tradition alchimiste aussi, hein, donc par une connaissance de la nature, se diviniser finalement, hein, voilà, avec ce pouvoir acquis. Et autre chose que j'avais remarqué sur le plan de la vision économique des différents fondateurs, c'est que tous les autres fondateurs sont critiques du capitalisme dans sa version industrielle notamment. Tandis que Steiner, lui, développe une théorie d'un certain capitalisme spirituel. Bon, on va pas creuser la question, il faudrait l'aborder plus en détail, mais je dirais plutôt qu'il y a une vision pratique, économique, de la qualité des produits, et puis une volonté, un désir de transformation spirituelle du praticien. Voilà. Après, l'idée de don ou d'une gratuité, c'est pas aussi évident que dans la vision chrétienne qui dit que les fruits de la terre sont par principe à destination de tous. Voilà. Et que si on travaille la terre, si on la cultive, c'est pour la rendre plus belle et qu'elle soit féconde et qu'on puisse donner. Ça, c'est clair. Il y avait le Père Emmanuel. Père Emmanuel, vous voulez poser... Voilà, vous faites partie des animateurs. Est-ce que vous avez la possibilité de poser une question? Je vais demander ça. Je voudrais lui donner la parole s'il peut la prendre. Mais je crois que le Père Emmanuel n'a pas de micro. D'accord. Voilà. Non, mais tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'il me demandait la parole. Donc, donc voilà, Régis, est-ce que tu es d'accord qu'on conclue? On s'était donné 22 heures, même si voilà, je pense qu'on pourrait encore dialoguer. Il y a cette dernière question du Père Emmanuel. Bon, je ne sais pas si on a le temps de la citer, je la cite. Chez Steiner, les esprits sont-ils considérés sous un autre angle que des forces et des puissances? Bon, on n'est pas obligé de répondre. Moi, je peux répondre. Hein. Il y a des appellations nominatives des esprits. Par exemple, on a Lucifer et d'autres. Hein. Ahriman, il y a tout un tas de noms plus ou moins individuels pour ces esprits. Hein. Il y a aussi, je sais pas, le Père Emmanuel nous en parlera, il y a le gardien du seuil. Enfin, voilà. Et le Lucifer de Steiner, c'est le même que le Lucifer des chrétiens? Il est difficile de répondre à cette question. Vu que c'est amoral. Toujours dans le... Quand on parle d'expérience avec des esprits, c'est de là qu'en fait vient tout le problème au 19e siècle de savoir comment traiter le dossier du paranormal, du psychique, du médiumnique. C'est que tout ça reste indéterminé. Il y en a qui donneront des noms à certains esprits, d'autres qui ne parleront pas de noms, d'autres qui considéreront que les esprits sont mauvais, ou alors que simplement ils agissent de manière amorale. C'est un monde qui reste toujours très
indéterminé qui varie, comme on l'a dit, hein, entre les différentes personnes qui ont fait leur mouvement spirituel, même entre les différents individus, voilà, les médiums. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'accord entre la nature de ces esprits. Je pense que c'est très individuel comme perception. Pour le moment, en tout cas, on n'a pas fait, je pense, de classification particulière qui ait passé une épreuve qui a été commune à plusieurs initiés, en tout cas. Ça reste flou. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Clara. À titre personnel, donc au début, quand j'ai défriché ce dossier, c'est ce que j'ai remarqué et que m'avait confirmé le père Verlinde, les différentes personnes ou courants ésotériques qui se sont attachés à essayer de voir s'il y avait un niveau astral au-delà du monde au-delà du monde sensible, au-delà du monde physique, intermédiaire entre Dieu et les hommes, n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur les différents niveaux de ce niveau astral et le nombre des esprits principaux, leur hiérarchie, etc. Et du coup, cette observation m'avait conduit à envisager l'hypothèse de Dieu. Sur le modèle du fait que le monde physique peut bien présenter des aspects contingents, aléatoires ou partiellement chaotiques, mais au fond, il a une cohérence et une consistance, donc un principe d'unité. Et donc, en raisonnant analogiquement et en admettant que les initiés des différents mouvements spirituels du monde ne racontaient pas que des salades, des illusions, d'auto-illusions, eh bien, que s'il y avait une diversité de ces esprits et de leur ordre et de leur rôle, ou si on percevait comme une forme finalement de chaos dans cette perception initiatique, eh bien, c'est qu'il y avait un principe d'ordre spirituel au-dessus pour que ce ne soit pas le chaos. Voilà. Et donc, c'était une voie vers l'existence du Dieu un et transcendant qui ressemble à la voie vers Dieu de Thomas d'Aquin par l'ordre du monde. Merci. Merci Clara et Yvan. Hélène, oui, il est 20 heures passées. Oui, merci beaucoup. Je trouve que là, les questions de fin qu'on a posées justement sur la nature des esprits, qu'on avait aussi posées au début, nous conduisent aussi à attendre avec impatience la prochaine présentation, la prochaine conférence, donc le 6 juillet. Là, ce sera le Père Emmanuel qui nous parlera du livre de Steiner, La science de l'occulte, pour justement essayer d'y voir plus clair, si c'est possible. Mais ce soir, on a fait de la philo, on a aussi compris où c'est redit ce qu'était le cadre actuel de la science et ce qu'il nous permettait de dire et peut-être justement ce qui ne nous permettait pas de comprendre. Je pense qu'on pourrait encore continuer et les échanges en vrai seraient aussi très fructueux, mais voilà, on était dans le cadre de la visio. On vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre participation et votre intervention. Vous avez Clara Marcini et est-ce qu'on finit par, en se confiant à la Vierge Marie? Auparavant, je voudrais juste faire une remarque sur le message de Paul Armel sur les bandes dessinées de Mébec. Hein. On peut trouver le dessin pas forcément très attirant, mais ce monsieur a fait plusieurs bandes dessinées sur la biodynamie et il a fait des enquêtes. Hein. Il a été rencontré des praticiens et les 2-3 tomes de la bande dessinée me semblent intéressants et j'ai lu le premier avec une certaine objectivité sur ce mouvement et ses pratiques.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on conclut par en se confiant à Marie pour voilà, lui demander de nous garder dans la paix et ce désir de recherche de vérité qu'on expérimente tous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Merci Clara. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.